Bonjour et bienvenue dans le studio. Aujourd'hui, j'ai ressorti mon Amiga 600 pistormé et j'ai chargé Sysinfo parce que j'ai fait des mises à jour. J'ai recompilé l'émulateur EMU68K en suivant un petit tutoriel qui permet d'augmenter beaucoup les performances. Et on est passé de 650 MIPS à 760 MIPS. Donc on est en train d'aller titiller très sérieusement les vampires, mais peu importe, c'est pas vraiment l'objet de la chose. Aujourd'hui, donc j'ai sorti derrière moi un écran qui n'a pas d'entrée DVI, mais qu'une entrée HDMI, qui n'a pas d'entrée HDMI, mais qui est une entrée DVI, et je l'ai raccordé en HDMI sur le Pi 3 qui est à l'intérieur de l'Amiga 600. Donc, eh bien, on va essayer tout ça. On va installer le RTG sur l'Amiga 600, c'est-à-dire que Picasso 96 et tout ce qui va bien. Et on essaiera de voir tout ce qu'on peut faire avec ce RTG, avec cet EMU68K. 100K, 68. Je pense qu'on va être surpris de ce qu'on peut tourner avec ça, même si, bien sûr, on empiète sur les PC qui sont sortis à l'époque. On va quand même voir ce qu'il y a de beau en RTG quand on a beaucoup de puissance. Donc approchons-nous de la machine. Donc l'Amiga est prêt et j'ai donc préparé les sources de Picasso 96. Je les ai extraits dans la mémoire parce qu'on en a 300 mégas, donc il y a largement la place. Donc on va pouvoir lancer le setup. Mais avant, je vais allumer l'écran pour vous montrer qu'il marche déjà. Normalement, il devra afficher quelque chose, voilà. Donc, il nous affiche 68 Pistorm, qui nous montre bien que il génère un signal vidéo sur le Raspberry Pi 3. Et donc, ça devrait bien marcher pour faire le RTG. Donc, impossible d'ouvrir installeur. Ok, bon, en fait, je vous reprends un petit peu plus tard. Ma machine n'est pas suffisamment prête. Ah, te fut rapidement corrigé. En fait, l'installeur existe sur la 3.1, mais il est dans Tools et il faut le mettre dans Utilities. Donc, installons ce Picasso 96. Première installation. On va passer en expert. Pas de journal. Oui, bien sûr. Continuer. Non. Alors ici, on va lui dire de n'installer aucune carte parce que de toute façon, il n'en connaît aucune. Il va falloir installer une carte spécifique après pour le Pistorm. Donc il faut que j'en choisisse au moins une. Ok, donc continuons. Bon. Donc on va choisir une Picasso 4. Voilà, dans Syslib, dans Devs Monitor, Syspref, ça c'est très bien, annuler. Enable to... Ah, mais il est pénible. Il est pénible ce vieux logiciel. Oui. Non. Installé. Ça y est, enfin. Continuer. Version installée, continuer la copie, les tooltips. Et voilà, c'est fini. On a Picasso 96.
Maintenant que notre Picasso 96 est installé avec la carte Picasso 4, évidemment, on n'a pas de display, hein, forcément. On n'a pas une Picasso 4. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le bon driver sur la compact flash. Donc je vous le donnerai. Si on démarre un directory opus, on va aller faire un tour sur le disque dur dans libs Picasso 96 et on a la déclaration de la carte Picasso 4 ici. Et je vais aller sur ma compact flash et je vais récupérer cette carte ici. Voilà, j'ai copié ici, qui est la carte EMU68-VC4. Ensuite, il y a une chose qu'il faut qu'on aille faire, c'est aller dans les moniteurs. Alors, ils sont dans Devs, Monitors, et ici, on a le Picasso 96. Bon, on va changer déjà ses paramètres. Donc, le drive board, là, c'est plus Picasso 4, mais c'est EMU68-VC4. Voilà, et on sauve ça. Et puis, tant qu'à faire, on va le renommer pour éviter tout problème. Voilà, on a renommé notre moniteur. Donc, il ne reste plus qu'à redémarrer la machine. On se retrouve sur le PC parce que j'ai bataillé comme vous pouvez même pas penser. Je suis en train de refaire la vidéo pour la 3e fois pour vous donner une solution qui fonctionne, mais j'ai beaucoup cherché. Sur l'écran, ce que vous voyez, c'est que j'ai réouvert le fichier config.txt qui se retrouve sur la partition FAT de la SD card du Pi. Dans lequel on avait configuré la ROM tout en bas et on va revenir pour l'écran. Donc il faut régler ici l'écran sur lequel on va brancher ce qu'on va brancher sur le port HDMI. Donc pour ça, il y a un lien ici qui va beaucoup vous aider, c'est tous les modes HDMI. Ici on est en 2.82 et si on ramène la page et si on descend en 82, eh bien, on se trouve en 1920 par 1080 à 60 Hz en 16 neuvième. Et moi, mon écran, c'est pas du tout ça. Donc, j'ai cherché un petit peu mon écran. Et si on regarde la ligne 35, 1280, 1024, 60 Hz en 5 quarts. Voilà, c'est ce qu'il me faut. C'est du 60 Hz. Donc, on va revenir sur ce document ici. Et on reste bien en 2.35. Et on enregistre. Le groupe 2, c'est, j'ai regardé dans la table du groupe 2, qui est la table ici. Vous pouvez aussi chercher votre écran dans la table du groupe 1, si vous ne le trouvez pas dans la groupe 2, mais il y a peu de chance. Et si vous prenez dans la table 1, bien sûr, il va falloir venir changer ici le groupe en 1. Mais moi, pour le mien, c'est de 35. Donc on va pouvoir retourner devant le Pi sur l'Amiga et configurer toutes nos résolutions maintenant qu'on a un écran qui est proprement configuré. Maintenant que l'écran est configuré correctement et que les paramètres sont bons pour cet écran, on va pouvoir créer les modes dans Picasso 96. Donc quand on démarre, on n'a aucune carte, on n'a aucune résolution, aucun mode d'affichage. Donc on va commencer par tirer un nouveau setting qu'on va appeler EMU68. Voilà. Et on va aller dans les menus et on va attacher la board EMU68 VC4. Maintenant, on a déjà une carte. Ensuite, on va s'intéresser aux résolutions. Donc, on va tirer une nouvelle ligne, on va l'emmener dans résolution. Et pour la première, on va la laisser de base, 644-180. Maintenant, il faut lui créer des screen modes. Donc, on va tirer un screen mode ici. On va rester en chunky et on va faire test. Et on a un écran qui s'affiche en 644-180 en 8 bits. Il ne fait pas tout à fait la hauteur parce que c'est une résolution 4 tiers sur un écran 5 quarts. Donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de blanc.
On va pas rester avec une seule settings en 256 couleurs. On va en ajouter une autre qu'on va mettre en high color. On fait use, voilà, elle est passée en high color. Et on en met une dernière, on va mettre en true color, en 32 bits, use. Donc on a créé notre résolution 640-480 avec ces modes-là. J'ai beaucoup travaillé sur ce truc, donc j'ai vu une résolution qui va très bien pour mon écran et qui me convient. Donc je vais la créer. Donc je tire une nouvelle résolution, mais cette fois je ne vais pas la laisser de base. Je vais la mettre de 800 par 640. C'est pas du 800-600, c'est du 800-640 pour faire une résolution qui soit 5 quarts et qui tienne toute la taille de l'écran. Et ensuite, je vais lui ajouter le premier color settings en 256 couleurs et on va pouvoir tester. Voilà, on a un écran qui est complet, qui tient complètement sur l'écran LCD, donc ce sera très bien pour le Workbench. Il y a d'autres possibilités, hein, c'est un écran 5 quarts, donc on peut mettre 1070 par 600, on peut mettre 854 par 480. Après, moi, le 800 par 640, je trouve que c'est le meilleur compromis pour moi. On va rajouter une autre résolution qui va nous être utile pour plus tard. C'est la 320 par 240. Voilà. Et on va lui mettre un settings. Et si on fait test, on va voir qu'elle est vraiment compressée en largeur. Parce qu'elle est en double scan. Donc on va enlever le double scan. Et normalement, ça devrait marcher. On va créer une autre en high color. Voilà, elle fonctionne. Et une dernière en true color. Toujours en enlevant le double scan. Et je pense qu'on a toutes les résolutions qu'il nous faut. Celle-ci et celle-ci sont des résolutions qui vont être utiles à des jeux en RTG, tandis que celle-ci sera ma résolution de Workbench. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien on peut faire save. On va avoir besoin de rebooter la machine. Et on reboot maintenant. Maintenant que tout est enfin réglé, on va pouvoir passer en RTG. Alors pour ce faire, on va aller dans les screen mode. Et normalement, on a tous nos affichages qu'on a définis. J'avais oublié un petit peu de faire les couleurs pour le 800 par 640. Donc je vais prendre celui-là. Je vais le limiter à 8 couleurs. Je pense que ça suffira pour mon Magic Workbench. Et on va passer hop, sur l'autre écran. Et voilà, on est en RTG et on a plein de place sur l'écran. J'avais mis les écrans au bord, donc voilà, l'ancien écran par rapport au nouveau. Donc ça marche bien, puis en plus ça économise beaucoup de mémoire, donc on a toute la mémoire chip et toute la mémoire fast quasiment de configurer. Après, ce que je peux faire, c'est que je peux démarrer des jeux. Si on prend un petit Dune et qu'on lance en WHD Load, on va voir que il va se lancer bien sûr sur l'écran d'origine de l'Amiga parce que c'est un jeu qui est en PAL. Donc il est fait pour s'afficher sur cet écran là et pas sur l'écran RTG. Mais c'est quelque chose qui marche très très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Sur l'Amiga 600, bon, bien sûr, il faut changer un petit peu la config pour pouvoir quitter avec la touche Help parce que la touche Print Screen, elle n'existe pas sur ce clavier-là. Donc, hop, on peut quitter le jeu et on revient sur le RTG qui n'a jamais disparu vraiment, mais auquel on n'avait plus accès. Voilà, mais pour
éviter ce problème d'avoir deux écrans, ben, j'ai une petite idée. C'est pour ça qu'il y a un câble devant l'écran. C'est que je possède ce petit appareil là, qui est l'adaptateur Commodore qui permet de sortir en VGA. Et ben, ça ne marcherait pas sur n'importe quel écran, mais comme vous voyez, l'écran qui est en face de vous, c'est un NEC multi-5 LCD. Donc c'est un écran qui supporte les entrées en 50 Hz. Donc eh bien, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais supprimer l'écran de l'Amstrad et je vais mettre que le LCD et on va voir déjà si ça marche bien. Donc je fais pas mal de petites connexions et on se retrouve. L'écran de l'Amiga nous a quitté pour le remplacer juste par le LCD. Et maintenant, si on essaie de lancer un jeu WHD Load donc, qui va nécessiter un vrai écran, eh ben, j'ai juste à appuyer sur un bouton. Et voilà, je suis passé sur la deuxième entrée VGA qui me permet d'avoir le 50 Hz. Et sans les scintillements en plus des modes entrelacés. Et voilà, on a un jeu qui marche. Toujours sur le même écran que l'écran sur lequel on est en RTG. Donc bien sûr, si je quitte le jeu, eh bien il faut que je rappuie sur le bouton. Et voilà, on est à nouveau sur le Workbench en haute résolution, un beau Workbench. Pour tester la performance de cette machine, eh bien, commençons par quelque chose qu'un Amiga n'arrive rarement à faire, c'est lire une MP3. Donc c'est parti. Et voilà, on lit une MP3 en stéréo, en full qualité, et si on regarde la MP3 en question, c'est du 128 kilobits stéréo. Voilà, on la joue à 32 kHz parce qu'on est limité par le chipset de la machine. Mais à part ça, ça marche bien. Et en plus de ça, on est en 14 bits amplifieur et on peut appliquer tous les filtres que l'on veut pour bypasser le filtrage de l'Amiga. Et ça n'empêche absolument pas de lancer autre chose en même temps. C'est dû se promener. Hein. Donc voilà, je vais l'arrêter. Et on peut même essayer d'en charger une un peu plus solide que celle-ci. On va prendre celle-là. Et celle-là, c'est carrément du 320 kilobits par seconde. Et playing frequency, 44. Mais bien sûr, on la passe toujours dans le filtre pour la descendre à 28. Pour respecter ce que le chipset peut faire. Donc on voit bien qu'un Amiga peut lire maintenant une MP3, donc on va essayer autre chose. Je fais un petit peu de ménage sur l'écran, je prépare et je vous reprends tout de suite. Passons un petit peu au niveau dessus et on va essayer de jouer une MPEG-1, donc une vidéo. Il faut un petit peu de temps pour charger tout ça. Si on regarde un petit peu à quoi ressemble une tête de lecture dans l'écran.
de disquette, j'ai démonté un Bon, lecteur d'Amiga j'ai un problème de qui palette était de en couleurs, panne hein. du Ça doit être fichier. les couleurs Donc du voilà Magic une tête Workbench. de lecture. Donc Bon, c'est sachant que bien sûr je suis passé en 16 millions de couleurs, hein. Je l'ai pas laissé en 4 couleurs, sens de la piste. mais j'ai quelques soucis Les de données palette magnétiques apparemment. qui sont enregistrées sur la disquette. On va s'approcher d'un autre lecteur un Donc petit peu plus complexe. c'est pour une voir MPEG-1 d'autres et elle est en choses. 352 par Le 288 lecteur à 25 images par seconde. Maintenant, on va essayer de lire une MPEG-2. Et là, on est carrément en 720. Voyons voir ce que ça donne. C'est un peu plus long à charger. Donc voilà la vidéo. un petit peu à quoi ressemble une tête de lecture. Bon, vous allez voir tout de suite que ça marche pas, ça. Hein. Faut quand même pas trop lui en demander de décoder du MPEG-2 avec une piste qui est en audio MP2 sur un Amiga, malgré toutes les accélérations qu'il a. Mais et puis j'ai toujours le même problème de palette. Donc voilà, ça c'était pour la partie vidéo sur l'Amiga. Mais un Amiga, c'est avant tout une machine de jeu. Alors, si on essayait des jeux qu'on n'a pas pu tourner avant sur le Amiga 4000, genre celui-là, eh ben, on va voir que c'est un petit poil mieux sur cette machine-là. Et voilà. Et là, moi, je dis qu'on est en train d'empiéter énormément sur le terrain des vampires. Parce que je me demande même à quel point ce Pistorm peut être aussi performant, voire peut-être même un peu plus performant qu'un processeur en FPGA. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Bon, malheureusement, j'ai qu'une manette avec un seul bouton, donc je ne vais pas pouvoir aller bien loin, mais on va lancer le jeu. Bon ben voilà, on est sur la Neo Geo. Je l'aurais pas lui, hein, parce que je peux pas sauter. Non. J'ai pas le bouton pour sauter, donc je vais pas aller bien loin. Je peux pas passer par-dessus. Donc voilà un jeu qui marche vraiment mieux quand même que sur un 68040. Un petit dernier et non des moindres, après ce petit mini-slug, c'est un jeu qui a été fait principalement pour les vampires, mais qui fonctionne, vous allez voir, très très bien aussi. Alors ici on est en résolution 320 par 240. Voilà la raison de la création de ce settings d'affichage. Et on va laisser la machine charger et on va laisser passer l'intro d'un jeu que vous reconnaîtrez peut-être, un jeu de 1996 sur PC, un jeu de Blizzard Entertainment bien sûr, donc il s'agit de Premier Diablo. Et vous allez voir, sur le Pistorm il tourne super bien. J'ai pas de compteur de FPS dans le jeu, mais... On va laisser passer l'intro, elle est sympa, et puis ça permet de se rappeler un peu les bons moments où on a joué à ce jeu sur PC.
Il y a un petit moment un peu plus loin dans l'intro qui me rappelle un autre jeu. Voilà, à partir de là, ça me rappelle un autre jeu. Et je vous laisserai essayer de deviner à quel jeu je pense. Et je vous laisserai l'écrire dans les commentaires si vous pensez au même jeu que moi. Et voilà Diablo. Donc on va faire single player, on va reprendre mon héros avec lequel j'ai juste testé le jeu. Et je rappelle, on est sur Amiga, hein. Parce qu'on peut quand même clairement l'oublier quand on voit ce jeu sur cet écran. Donc on peut, bien sûr, hein, ça marche. Se promener un petit peu, il doit y avoir un château là. Les vaches. Please, listen to me. The Archbishop Lazarus. He led us down here to find the lost prince. The bastard led us into a trap. Now everyone is dead, killed by a demon he called the Butcher. Avenge us! Find this Butcher and slay him, so that our souls may finally rest. Alors, entrons dans ce donjon. The sanctity of this place has been fouled. Un de moins. Ah, un coffre. Il n'y a rien à ramasser, hein. Oh, de l'or. Voilà, je peux reprendre de la vie, je pense. Donc voilà, ben, Diablo sur Amiga. Il fallait que ça arrive un jour avec des grosses extensions de puissance des machines. Donc si vous avez un Pistor, je vous engage à essayer ce jeu. Ça vous permettra de le redécouvrir. Mais il est aussi disponible sur PC, c'est peut-être la manière la plus simple. En tout cas, moi, je vais continuer tranquillement mon donjon. Et moi, je vous dis, portez-vous bien. Et à une prochaine.